Recording is on. Donc, merci beaucoup, Gérard, Julien, pour l'invitation. Je me sens évidemment chez moi à Sens Public, donc je me sens à moitié invité et à moitié chez moi. Donc, merci beaucoup. Alors, je vais essayer de faire un peu le tour sur ces sujets que Gérard a bien anticipés et qui sont un peu au centre de ma réflexion et de la réflexion des sens publics depuis désormais longtemps. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose en réalité qui a changé récemment. Par contre, il y a certaines choses qui deviennent de plus en plus évidentes, qui ne l'étaient peut-être pas autant il y a quelques années. Et alors, typiquement, comme Gérard le disait tout à l'heure, on a vécu une phase d'enthousiasme et d'espoir et d'idéalisme liée aux espaces numériques qui, je pense, doit finir, qui probablement a pris sa fin depuis au moins une quinzaine d'années, c'est-à-dire depuis que cet espace rêvé, par exemple, par Barlow à l'époque de la déclaration de l'indépendance du cyberespace dans les années 90, en fait, c'est rempli d'une série de sociétés aux objectifs économiques très clairs. Et en fait, ce que je disais dans mon livre L'éloge du bug, qui est sorti l'année dernière à la découverte, en fait, c'était que il y a certaines personnes qui pensent que, certains chercheurs, certaines chercheuses qui pensent que les États pourraient être une limitation en fait, à la puissance de ces quelques sociétés. Bon, il me semble que la photo que je vous montre justement de la prise de pouvoir de Trump et donc du public à la prise du pouvoir de Trump peut nous faire désenchanter par rapport à cette idée que les États, ou au moins nos États, soi-disant démocratiques occidentaux, puissent vraiment se mettre en tant que résistants contre les GAFAM. Là, vous voyez les personnes qui ont prêté allégeance, clairement, au gouvernement de Trump et qui sont les principaux acteurs et protagonistes des espaces numériques tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est-à-dire fortement, exclusivement occupés par une poignée d'entreprises. Là, vous voyez Facebook, vous voyez Amazon et Musk qui prend de plus en plus de place, notamment avec son rôle dans le développement des dernières applications basées sur LLM, dont je vais dire un moment, dont je vais dire quelques mots tout à l'heure. Donc voilà, cette convergence entre ce qu'on appelle les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, on pourrait rajouter OpenAI actuellement, et une poignée d'autres, l'ex-Twitter, etc. Et la convergence de leur vision du monde, de leur volonté, de leurs actions et des pouvoirs étatiques. Donc voilà. La réflexion qu'il nous reste à faire est donc une réflexion urgente, à mon avis. C'est-à-dire, il faut commencer par se rendre compte du fait que il n'y a pas d'outils. Ça, c'est, à mon avis, le point qui doit être notre début, hein. C'est-à-dire la rhétorique des GAFAM, la rhétorique de ces grands outils et de ces grandes plateformes a toujours été celle de dire ne vous occupez pas de nous, nous sommes transparents, nous ne faisons que résoudre vos petits problèmes. Ce sont des services que nous proposons, des solutions, justement. Et vous pouvez vous occuper des choses plus importantes pendant que vous vous appuyez sur Google Maps pour trouver votre chemin, sur Microsoft Word pour écrire, sur Google Search pour chercher des choses, etc., etc., et sur maintenant ChatGPT pour écrire, lire, évaluer, faire n'importe quoi. En fait, on le voit peut-être un petit peu plus avec ce qu'on appelle les IA génératives. Je vais faire une critique de ces mots tout à l'heure, mais ça, ce n'est pas du tout vrai. La pensée est toujours une inscription matérielle. Donc, je dirais non seulement que les outils conditionnent la pensée, non seulement que les outils un peu plus forts font la pensée, mais plutôt que la pensée est sa manifestation matérielle, c'est-à-dire que un document DocX
hein, la pensée qu'on peut exprimer en document DocX est dans le format DocX. On ne peut pas penser autre chose que le format. Donc ça, c'est vrai. Et alors, c'est ça, ça va être mon point central d'aujourd'hui. Si vous voulez un message de départ, un wrap-up, un takeaway message pour ne pas écouter ce qui suit, le message serait les suivants. Ne nous faisons pas prendre par ces messages médiatiques qui voudraient qu'il faut s'inquiéter des celles qu'on appelle les IA génératives parce que là c'est impressionnant, ChatGPT écrit des textes. Qu'est-ce qui se passe alors que ce n'est pas seulement un auteur qui écrit des textes, mais aussi un algorithme. Et alors ça aurait vraiment un effet important. Mais toutes les autres choses, bon, après, peu importe si c'est le format utilisé est DocX ou pas, si j'utilise un système d'exploitation ou un autre, si j'utilise un protocole éditorial ou un autre, si je suis sur un serveur plutôt qu'un autre, tout ça, c'est de la petite technique qui n'est pas importante, qui n'a aucun impact sur notre réalité de vie. En fait, faites attention, non. La pensée émerge toujours dans un contexte matériel dont font partie aussi le format du fichier que vous utilisez, la situation géographique du serveur dans lequel vos données se trouvent, le protocole de compression des données d'une vidéoconférence, etc. C'est-à-dire il y a autant d'implications à choisir son outil d'écriture, donc choisir Word plutôt qu'un autre, sur ce qu'on peut penser, à faire écrire son texte complètement par ChatGPT. C'est le même type d'impact. C'est ça mon point. Et c'est ça, je pense, dont on ne se rend pas assez compte aujourd'hui. Et je vais essayer d'en parler un petit peu. Donc, en fait, c'est que nous devons essayer de faire, peut-être en prenant l'occasion de cette explosion devant laquelle nous nous trouvons entre des outils très très présents et qui désormais envahissent la totalité de nos actions et de nos vies justement cette concentration politique et monopolistique de ces outils en une poignée de personnes. Peut-être cette situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et l'image de la prise de pouvoir des Trump témoigne de cette concentration de pouvoir politique et technologique dans les mains de dizaines de personnes à la fin et entreprises. En fait, on peut partir de cette situation pour avoir une réflexion un peu plus globale que nous aurions dû avoir et que certains et certaines d'entre nous ont déjà depuis au moins 30 ou 40 ans, peut-être même plus parfois. Alors, ce qui m'énerve un peu dans la situation d'aujourd'hui, c'est que l'attention médiatique sur certains phénomènes, comme par exemple certaines applications, encore je les nomme ChatGPT, est immense, comme si c'était quelque chose de complètement nouveau et révolutionnaire, comme si personne... Et il y a plein de discours qui se développent sur cette chose qui semble si révolutionnaire, et très peu, dans les discours un peu plus mainstream, il y a eu d'attention sur le fait qu'il y a des disciplines et des personnes, chercheuses et chercheurs, qui réfléchissent à ces questions depuis justement 40, 50, parfois 70 ans. Donc, ce n'est pas nouveau du tout. Mais nos réflexions à propos des implications de la structuration des espaces numériques qu'ont développé déjà à la fin des années 90, début des années 2000, en fait, c'est ces réflexions-là qu'il faut continuer à développer aujourd'hui et se rendre compte justement à quel point des enjeux d'architecture technologique sont au cœur de nos possibilités de production de la pensée. Donc, quel est le risque que nous courons et qui n'est pas nouveau, un risque qui est bien représenté justement par cette image d'Aladin, les risques, c'est de croire que les technologies soient fondamentalement neutres. C'est la rhétorique que j'appelle justement du solutionnisme, c'est la rhétorique du simple, intuitif, performant. C'est la rhétorique selon laquelle nous avons devant nous des outils neutres
qui nous permettent, qu'on peut mesurer dans une échelle qui est une échelle unique. Donc, il y a le moins bon, le meilleur, encore meilleur, voilà. Et que la manière d'évaluer ces outils serait tout simplement de regarder à quel point ils sont performants d'abord, intuitifs et simples. Alors, dans cette rhétorique, selon cette rhétorique, c'est la rhétorique évidemment de la Silicon Valley, c'est la rhétorique des GAFAM, c'est la rhétorique que nous vendent les Apple, Google, OpenAI, etc. En fait, ces sociétés nous donnent des solutions. Donc, il n'y a pas besoin de se poser la question non plus. C'est-à-dire, des solutions à quel problème? En fait, on ne se pose même pas la question. On a d'abord la solution. Cela implique évidemment l'idée selon laquelle il y aurait une seule vision du monde possible, donc un seul numérique, une seule technologie, un seul type de valeur pour comprendre le monde. Et évidemment, ce type de valeur, du coup, devient complètement naturalisé. On ne peut pas les questionner parce qu'il n'est pas multiple, il est unique. Mais en fait, quand on regarde bien, il est situé, il est très spécifique. C'est une vision du monde qui a à son centre l'impératif de productivité, et ce que j'appelle l'impératif fonctionnel, qui est fondamentalement l'impératif selon lequel on peut évaluer toute action humaine, toute réflexion, toute pensée, tout objet sur la base du fait qu'il produise ou pas de la richesse. Fondamentalement, c'est ça l'idée. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut appliquer évidemment à tout et n'importe quoi. C'est au centre du capitalisme, d'ailleurs, tel que Marx l'interprète. On peut l'appliquer un peu à n'importe quoi. Typiquement, on parle de capitalisme cognitif quand on dit aussi que le fait de lire ces beaux livres sur la plage augmente mon capital culturel. Et donc là aussi, même lire les livres sur la plage peut être inséré à l'intérieur de ce paradigme-là. Alors, voyez, ce paradigme permet cette rhétorique de la solution unique. Donc, puisque finalement on ne peut que faire une chose dans le monde, il y a une solution pour le faire le mieux possible, et cette solution pour le faire le mieux possible devient de plus en plus concentrée. Donc, en fait, dans les cas des applications actuelles, on voit encore plus une concentration d'usage vers des boîtes noires. Dans ces cas, typiquement, ChatGPT commence à prendre un rôle fondamental. C'est-à-dire, on peut lui faire tout et n'importe quoi. Alors là, le problème, et c'est que je voudrais poser comme question, c'est justement, mais il fait quoi cet algorithme, cette application basée sur des algorithmes? Qu'est-ce qu'elle fait? À quel problème elle répond? À quel besoin elle propose une solution? Et surtout, avec quelle vision du monde elle propose une solution? Donc ça vaut pour ChatGPT, mais ça vaut aussi pour Word, ça vaut aussi pour les correcteurs orthographiques que vous choisissez, ça vaut aussi pour Zoom ou Jitsi. À quelle question répond cette solution? Zoom répond à un besoin, lequel? Selon quelle valeur? C'est quoi une vidéoconférence? C'est quoi une rencontre selon Zoom? Ce sont quoi les valeurs qui doivent être mises en avant, qui doivent être au centre de la rencontre selon Zoom? Et si on prend la peine de faire l'analyse, on se rend compte qu'elles sont très différentes de ceux qui sont au centre des Jitsi, ou de ceux qui sont au centre des Big Blue Button, ou de ceux qui sont au centre d'autres applications, d'autres approches et d'autres protocoles. Donc, cette réflexion-là est centrale si nous voulons éviter justement cette rhétorique de la solution unique, parce que la rhétorique de la solution unique, justement, implique une universalisation d'outils qui implique une uniformisation et une généralisation de la pensée. On ne peut que penser une chose. On ne peut que avoir certaines valeurs qui deviennent justement naturelles. Quand je dis qu'elles deviennent naturelles, c'est qu'on ne les voit même plus. Ça nous semble quelque chose qui va de soi, de nécessaire, de transparent. On ne les voit plus, et donc qu'on ne peut pas questionner. Donc,
cette rhétorique est alimentée par un discours très courant, hein, et très courant, hélas, aussi dans les domaines de l'éducation et dans les domaines de la pédagogie. Peut-être on commence à voir des noyaux de critiques qui se développent depuis quelques années, mais très timidement. Mais cette idée selon laquelle la littératie serait fondamentalement apprendre à faire ce que les GAFAM veulent que nous fassions. C'est-à-dire que fondamentalement, c'est quoi la littératie? Être capable d'utiliser un iPhone, être capable d'utiliser Google Search, être capable d'utiliser Zoom. Hein. Donc fondamentalement, la littératie serait le fait de modeler nos esprits pour les adapter aux technologies. Nous devons changer, nous devons formater toute forme de pensée, toute forme d'action pour qu'elle s'adapte à ce que les GAFAM nous proposent. Ce type de littératie, en fait, elle est omniprésente si vous réfléchissez un peu et donne lieu à des choses aberrantes sur lesquelles très, très rarement on réfléchit. Je pense par exemple à l'usage complètement aberrant, par exemple de ChatGPT, mais j'en reparlerai de ça. ChatGPT comme moteur de recherche, ça c'est typiquement un usage complètement aberrant, c'est-à-dire que nous changeons ce que nous cherchons et c'est qu'est pour nous chercher des informations pour adapter nos pratiques à un outil qui fait tout autre chose. Mais c'est pratiquement comme si j'avais envie d'aller au Brésil rendre visite à Julien et Gérard et que j'avais à disposition, je sais pas, une scie électrique et qu'en fait j'essayais de transformer la scie électrique en outil pour venir au Brésil. Par exemple, j'y mettais des pneus et puis j'essayais de venir. Voilà, c'est plus ou moins du même type hein, de réflexion. Donc ça, on le voit. D'autres usages aberrants que je trouve, c'est Word typiquement et le format DocX pour écrire des essais et des articles en sciences humaines. Ça, c'est une chose sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Je pourrais rentrer dans les détails éventuellement plus tard s'il y a des questions. Un autre usage aberrant, c'est WhatsApp. WhatsApp est typiquement devenu un canal de communication centralisé pour tout type de communication en détruisant les spécificités des différents types de communication qui sont hétérogènes et basés sur des valeurs différentes. Juste pour faire un exemple, l'effet d'échanger des documents via WhatsApp, qui est fait typiquement pour avoir juste une rétrochronologie presque linéaire. Donc, il est impossible d'accéder à un document une fois qu'il est submergé dans un flux. Mais nous changeons nos pratiques, et donc on s'habitue à scroller pendant des heures pour y trouver une photo, parce que nous devons, au lieu de dire, je trouve un autre système pour partager une photo, parce que quand je partage la photo, je veux que ça soit disponible quand je la recherche, je veux pouvoir la trouver. Mais en fait, non, au lieu de faire ça, et il y aurait des millions d'outils et de protocoles et des systèmes pour le faire, mais au lieu de faire ça, qui est ce que je veux faire, en fait, j'adapte mon besoin à la technologie, et donc en fait, je n'ai plus de photos, j'ai juste des flux alors que je voulais des photos. Donc, je change ma manière de voir le monde. Et en fait, on s'en aperçoit même pas parce qu'on se dit, c'est quoi l'importance peu importe que j'envoie ma photo via WhatsApp ou via email ou que je la dépose sur une archive en ligne. C'est pareil. Les résultats, les mêmes. Là, le reste, c'est juste un outil, c'est juste de la technique. Pas du tout. En fait, je suis en train de changer radicalement ce que je suis en train de faire. Je ne fais plus la même chose. Pas seulement je ne la fais plus, mais je deviens même incapable de la penser. Je suis incapable de penser que ce que je voulais, c'était partager une photo. Je ne peux plus le penser. Et ce que ça devient, c'est justement le flux conversationnel. Mais le flux conversationnel n'est pas un changement social. Il est d'abord, là, et on est vraiment dans un technodéterminisme, il est d'abord dans l'implémentation de l'application qui s'impose juste parce qu'elle est tellement présente qu'on ne peut plus, s'en passer et qu'on ne peut plus raisonner autrement. Et à cette fausse littératie s'oppose une littératie qui se base sur les questionnements, qui n'est pas un savoir-faire technique, c'est-à-dire ce n'est pas un savoir utilisé, mais c'est plutôt un savoir se questionner. Je me pose la question, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes priorités? Quelles sont mes préoccupations? Quelles sont mes règles morales? Quelle est mon éthique? Quels sont mes principes politiques? Qu'est-ce que je veux faire? La réflexion, après, peut partir un peu
partout, hein. Elle implique un bricolage, c'est-à-dire qu'elle implique de mettre en question l'idée selon laquelle on peut avoir une solution toute prête. Elle implique de se salir les mains et elle implique aussi de mettre en question qu'il y ait des choses d'une hiérarchie, dans une hiérarchie qui fait qu'il y a des choses plus importantes et des choses moins importantes, c'est-à-dire, bah non, mais ça, je le laisse aux techniciens, c'est pas important, moi, je pense. Bah, en fait, ce n'est pas comme ça. Il faut, pour comprendre ce que ça veut dire penser, hein, et pour être capable de penser, il faut se salir les mains, il faut bricoler, il faut essayer de comprendre les enjeux, de poser des questions, de démonter. Et ça veut dire aussi de faire dysfonctionner, parce qu'évidemment, ces questionnements portent à ralentir, portent à des choses qui ne sont pas productives, parce que se poser des questions, évidemment, fait toujours perdre du temps. Hein, ce n'est jamais quelque chose qui augmente la productivité. De ne jamais utiliser, donc ce n'est pas une utilisation, mais c'est une mise en place active de environnement de pensée. Alors, le principe du low-tech, donc de cette contradiction par rapport à la high technology, est, à mon avis, un principe très important. Alors, un collègue fait cette équation que le plus on a de connaissances techniques, le plus on utilise de la technologie de bas niveau, et le moins on a des compétences techniques, le plus on utilise de la technologie de haut niveau. C'est-à-dire quelqu'un qui est complètement illettré numériquement, il va utiliser les derniers iPhones. Parce que c'est en effet le plus facile à utiliser. Quelqu'un qui a une littératie très poussée, il va utiliser un vieil ordi parce qu'il se rend compte qu'il a besoin juste de ça. Il est capable de les démonter, de changer la mémoire, de rajouter un peu de RAM s'il en a besoin, etc., etc. Il est capable, s'il veut, de bricoler son propre environnement. Donc, le plus il y a des compétences, le moins on a besoin des technologies compliquées. Je pense que c'est une bonne manière pour expliquer ce rapport apparemment paradoxal entre la compétence et le fait d'adopter des technologies. Si vous regardez, ça devient un pattern de plus en plus récurrent, même d'un point de vue statistique. N'importe quel informaticien, n'importe quel technicien ou technicienne de haut niveau, très souvent sera très réfractaire à utiliser des technologies, des hautes technologies, donc la dernière chose sortie, parce qu'il va se rendre compte de tous les problèmes que ces technologies peuvent poser et il va avoir la littératie pour répondre à ses propres besoins avec d'autres solutions. Gérard et moi, nous partageons une passion qui est celle de la voile et Gérard pourra me suivre complètement dans ces rapports entre niveau de compétences et besoin de technologies plus basses. Un bon marin n'a pas besoin d'un GPS. Le GPS est nécessaire pour un mauvais marin qui regardera son GPS. Un marin avec des compétences très élevées peut se passer du GPS. Bon, là, nous sommes en plein Vendée Globe et on sait que les marins, même s'ils sont des très bons marins, utilisent aussi des GPS, mais ils pourraient s'en passer. Si l'ordinateur de Clarisse Crémier s'éteint, ce qui est arrivé, elle est capable de continuer à naviguer si elle est bon marin. Parce que le bon marin comprend, il a une littératie telle qui lui permet de comprendre ce que c'est que être capable de se situer dans l'espace marin. Il est capable aussi donc de comprendre les besoins qu'il a par rapport à sa technologie. Évidemment, il sait par exemple que pour passer entre les cailloux de Concarneau et de l'archipel des Glénans, un alignement est beaucoup plus précis qu'un GPS et on ne peut pas faire du rase-caillou avec un GPS. Donc, on aura une technologie beaucoup plus basse, un alignement à la vue, on regarde des amers et puis c'est comme ça qu'on navigue. Donc, technologie beaucoup plus basse et compétences beaucoup plus élevées. Voilà. Et ça, c'est encore plus vrai dans les domaines du numérique. Alors, pour finir, je voudrais, on ne peut pas aujourd'hui parler de numérique sans parler d'IA. Ce qui m'énerve, c'est que notre société fonctionne toujours grâce à des mots-clés.
un moment, c'était virtuel. J'ai écrit un livre sur les virtuels. Puis c'était numérique. Puis maintenant, c'est plus numérique, c'est intelligence artificielle. Mais fondamentalement, qu'est-ce qu'on veut dire avec ces termes-là? Très souvent, pas grand-chose. Ce sont des modes médiatiques. Donc, l'intelligence artificielle aujourd'hui a pratiquement remplacé l'ancien mot numérique. Il y a eu la mode des nouveaux médias, par exemple. Là maintenant, c'est aux nouvelles technologies. Là maintenant, c'est intelligence artificielle. Alors, c'est quoi l'intelligence artificielle? Alors, je voudrais d'abord questionner ces termes pour faire comprendre que la réflexion que nous devons faire aujourd'hui n'a pas changé. C'est le même objet. C'est le même objet que quand nous réfléchissions au numérique ou au virtuel ou aux nouvelles technologies. C'est la même question. Il n'y a rien qui a changé. Et les termes intelligence artificielle, tout comme numérique et tout comme virtuel, est un terme qui pose beaucoup de problèmes et il faut peut-être en être conscient. Donc, d'abord, c'est une notion absolument vague. Intelligence artificielle, concrètement, ça ne veut rien dire. Alors, c'est une suite d'algorithmes, déjà, des algorithmes qui sont très hétérogènes et très différents. La notion d'intelligence artificielle est dans l'air et on en parle depuis au moins 70 ans, au moins 75 ans. D'ailleurs, si on prend comme point de départ l'article de Turing, Computer Machinery and Intelligence, qui est de 1951, donc 75 ans. Mais en fait, comme encore une fois, Gérard pourrait nous l'apprendre, depuis Leibniz, depuis Pascal, depuis Raymond Lull, donc au Moyen-Âge, déjà on parlait d'intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas un phénomène récent, l'intelligence artificielle. Alors, lié à l'informatique telle que nous la connaissons aujourd'hui, ou encore plus précisément, lié à l'électronique, ça existe depuis 75 ans. Donc, c'est les années 50 où on a commencé un programme explicite de ce qu'on appelait déjà intelligence artificielle, mais en fait, dans la lignée d'études, des réflexions qui étaient propres à Descartes, comme à Leibniz, comme à Pascal, et bien avant eux. Donc, c'est une notion très vague. Alors, aujourd'hui, en plus, on ajoute un mot qui est complètement débile, qui est génératif, qui ne veut absolument rien dire, intelligence artificielle générative, comme s'il y avait quelque chose de différent entre ChatGPT et un algorithme qui prédit, par exemple, l'heure de la levée du soleil de demain matin. En fait, ce sont deux algorithmes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Un algorithme est déductif, l'autre est inductif. Un algorithme, c'est un système expert, l'autre, non, c'est un système de projection statistique, donc c'est un système probabiliste. Mais en fait, les deux peuvent être appelés intelligents. Un algorithme qui prévoit à quelle heure s'élève le soleil demain, il est intelligent, il fait quelque chose d'intelligent. Hein. Et les deux peuvent être appelés génératifs. En fait, ça veut dire quoi, génératif, concrètement? C'est la propriété de n'importe quelle fonction. C'est-à-dire, j'ai une fonction, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend un entrée, un input, et elle nous donne un output. 1 plus 1, la fonction génère 2. E, le nombre d'Euler au carré, 7,38, etc. Alors, Turing, en 51, réfléchit justement à la question de nouveauté et d'être surpris par les algorithmes, et il répond à une objection d'Ada Lovelace, selon laquelle un algorithme ne pourra jamais rien faire de nouveau, et Turing dit, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, nouveau. Si nouveau veut dire quelque chose qui me surprend, en fait, dit Turing, les algorithmes me surprennent tous les jours parce que je leur fais faire un calcul mathématique, ils me sortent des résultats que moi, j'aurais jamais pu anticiper. Je suis très surpris et je ne saurais jamais les faire. Et c'est très intelligent, d'ailleurs, c'est plus intelligent que moi parce qu'il fait une chose que moi, je ne suis pas capable de faire. En général, c'est le f de x qui donne y. 9 factoriel, vous avez tous les trucs. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que fait un algorithme de génération du texte, ou encore plus précisément, comment fonctionne un Large Language Model, un LLM, un grand modèle de langage? En fait, il fonctionne de la même manière. Il prend un input, une série de tokens,
qui se trouvent être des mots, mais en fait, lui, il ne sait pas que ce sont des mots. Il a une série de caractères, fondamentalement, qu'il tokenise d'une manière ou d'une autre pour les diviser en unités. Et en fait, cette série d'unités qu'il prend en entrée, hein, c'est son input, comme le 1 plus 1 de la première fonction que vous voyez ici. Et en fait, il donne un output qui est juste une distribution des probabilités sur le reste du dictionnaire qu'il a à disposition. Donc, this is my friend, dead, lover, dog, etc. Ou un autre algorithme, par exemple, qui utilise des LLM pour voir des correspondances entre des espaces linguistiques différents. Donc, je prends les vecteurs, hein, I love my wife, hein, c'est un vecteur fondamentalement, hein, donc c'est une série de chiffres. Le modèle a transformé ces caractères en une série de chiffres, et en fait, dans l'espace de vectoriel anglophone, ces vecteurs, donc qui est une série de chiffres, correspond, si on le projette dans l'espace francophone, à ce qui sera l'output, donc j'aime ma femme, en français. Donc en fait, le génératif, bah, toute fonction, c'est la définition même des fonctions, hein, d'être générative. Mais non, mais ChatGPT produit quelque chose de nouveau. Bah, qu'est-ce que ça veut dire nouveau? Bah, en fait, ChatGPT produit une distribution des probabilités sur un dictionnaire. Le dictionnaire est existant, la distribution des probabilités est existante dans les corpus, donc je ne sais pas ce qu'il y a de nouveau. En même temps, est-ce que moi, je suis en train de produire quelque chose de nouveau maintenant que je parle? Bah, là aussi, il faut définir ce que c'est que nouveau, parce que fondamentalement, bah, j'utilise une langue qui existe, des mots qui existent, je les combine ensemble de manière plus ou moins statistiquement correcte, parce que ça, sinon, je parlerais une langue qui n'existait pas. Et j'ai dit des choses qui ont déjà été dites par, non seulement par moi d'autres fois, mais par plein d'autres personnes. Donc, qu'est-ce qui est nouveau ou pas et comment on le calcule? Bah, en fait, il faudrait bien définir cette idée des nouveautés. Bon, je pourrais faire une conférence à part sur ça parce que j'ai un peu travaillé et j'ai travaillé un peu aussi sur les maths qui pourraient servir, hein, pour définir ce qui est nouveau ou pas. Donc, tout est génératif. Arrêtons de parler d'IA et arrêtons de parler des génératifs. Si on fait quelque chose d'un peu plus spécifique et on s'arrête un instant sur les LLM, hein, donc c'est quoi un LLM, un grand modèle de langage? C'est un modèle, donc une représentation de la langue, qui est dérivé d'un algorithme qui est entraîné à deviner les tokens suivants à partir d'un contexte donné sur la base d'un grand corpus. Donc, je lui donne mon animal préféré est, et lui, il doit deviner le mot qui vient après. Okay, donc, il est entraîné comme ça sur le corpus. Et il produit donc une représentation numérique de la langue, c'est-à-dire que chaque token et chaque phrase sont transformés en une série de chiffres. Ces chiffres, vous pouvez les imaginer comme des vecteurs, donc en gros, des choses qui ont une position dans l'espace, et cette position, bah, c'est l'espace sémantique. Donc, ça me permet de calculer, hein, du sens sur la base de la distribution statistique, et donc de la distribution de probabilités dans un sens bayésien du corpus observé. Donc, ce sont des modèles probabilistes, et ces modèles, donc faisons bien attention, il y a une différence fondamentale entre le modèle qui est juste une représentation numérique de la langue et l'application. ChatGPT n'est pas un LLM. ChatGPT est une application basée sur un LLM. GPT est, dans ce cas, l'LLM. L'LLM peut être utilisé dans plusieurs applications. Quand je l'utilise, par exemple, dans un chatbot, bah, en fait, c'est ce que fait l'application. Bah, elle utilise les modèles pour faire une chose particulière. Donc, pour faire quoi dans ce cas? Bah, pour tchatcher, hein, pour bavarder. C'est dessiné pour bavarder. Ou il s'appelle comme ça, hein, c'est une application qui est dessinée pour bavarder. Il utilise une représentation numérique de la langue pour être capable de bavarder. Il faut le tenir un peu en tête. Bon, aujourd'hui, on parle d'LXM, hein, de modèle de fondation, de frontier model ou de foundation model, qui a une généralisation du principe de LLM, mais vous pouvez rajouter des données. Évidemment, l'ordinateur est complètement agnostique par rapport au type de données. Il voit une série de chiffres. Si ces séries de chiffres sont des pixels et leur place dans une image ou des vecteurs qui représentent des mots, bah pour l'ordinateur, il n'y a strictement aucune différence. Donc, vous voyez, des innombrables applications. Encore une fois, là, je reviens à la question, le problème n'est pas l'outil, mais que l'outil semble les seuls. C'est-à-dire que ChatGPT, finalement, est un parmi des milliards d'outils dont la plupart, d'ailleurs, sont plus intéressants que ChatGPT, mais surtout, dont chacun sert à quelque chose. Vous ne pouvez pas tourner une vis plate
avec un tournevis cruciforme. Ce n'est pas possible. Si vous ne le savez pas, vous êtes incapable d'utiliser un tournevis. Et en fait, aujourd'hui, nous faisons tous ça. Sans avoir aucune idée de ce que c'est qu'un tournevis, nous nous entêtons à utiliser un cruciforme pour tourner une vis plate. Et sur cette base d'ailleurs, et ça c'est ce que font les médias et c'est magnifique, on s'énerve en disant bah, ChatGPT, il ne sait pas, par exemple, ChatGPT, il s'est trompé sur la date de naissance de Napoléon. Bah, là, c'est exactement comme si quelqu'un disait bah, ces tournevis, il ne sert à rien les tournevis parce que regardez, la vis, elle ne tourne pas. Bah ouais, il est cruciforme, mais la vis, elle est plate. Donc, en fait, il ne peut pas fonctionner. Il n'est pas fait pour. Ça sert complètement à autre chose. Alors, bon, ChatGPT sert à bavarder. Donc, utiliser ChatGPT, par exemple, pour lui demander une traduction est aberrant. Utiliser ChatGPT pour lui demander une information est aberrant. Utiliser ChatGPT pour j'en sais rien, pour structurer de l'information est aberrant. La seule chose qui n'est pas aberrante, c'est d'utiliser ChatGPT pour faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire bavarder. Si j'ai envie de bavarder, par exemple, je vois des usages je veux faire du brainstorming, j'ai une idée, puis je lance l'idée, et je demande à ChatGPT de me répondre ce qu'il pense ou de me faire des commentaires, etc. Ça, c'est du bavardage, évidemment, sans avoir aucune volonté scientifique là-dedans, hein, parce qu'il n'y a pas de critères de vérité. Donc, c'est vraiment comme bavarder, je sors, c'est exactement la même chose que je sors dans la rue et je parle avec le premier passant qui me dit des choses vaguement sensées, hein, qui ont un sens, qui ont une structure syntaxique compréhensible, voilà, donc je peux le faire. Bah, il y a des outils comme, et là je cite vraiment des outils commerciaux, mais il y en a des millions, je vais en parler tout à l'heure. Par exemple, traduire, DeepL, il fait toute autre chose. Il utilise des modèles de langue, mais en fait, il utilise des modèles de langue pour regarder l'emplacement du vecteur de la phrase de départ dans l'espace linguistique de départ, admettons l'anglais, et il regarde le même vecteur dans l'espace d'arrivée. Donc, ChatGPT, il est construit pour deviner les mots les plus probables qui viennent après votre prompt. DeepL, il est construit pour aller chercher les vecteurs les plus proches dans un espace linguistique, dans l'espace linguistique cible. Donc, en fait, il fait toute une autre chose, même si c'est toujours basé sur un LLM. Ou une correction syntaxique comme DeepL Write ou Killbot, ben en fait, ce qu'ils font, c'est vous écrivez une phrase, par exemple, j'aime pas les chats. Et en fait, lui, il regarde si cette phrase, il regarde ces vecteurs, il la transforme donc en une série de chiffres et il regarde les niveaux de probabilité de cette phrase et il regarde s'il y a un vecteur semblable qui a un niveau de probabilité plus élevé. Et donc, il sera probablement capable, quand moi je dis j'aime pas les chats, de dire que je n'aime pas les chats est plus probable que j'aime pas le chat et donc de me faire une correction syntaxique. Okay, de me proposer, ou ce qu'on appelle les RAG, hein, Retrieval Augmented Generation, donc de la génération augmentée par récupération d'informations. Alors, je ne sais pas si vous avez essayé Notebook LM de Google, encore des GAFAM, hein, mais là, c'est des applications, je vous disais, grand public, mais et toujours GAFAmisées, mais quand même, juste pour faire comprendre qu'il y a des outils qui font des choses complètement différentes. Notebook LM, bah, en fait, vous lui donnez une source et les réponses qu'il vous donne sont à partir de cette source. Donc, ça peut être un livre, ça peut être plusieurs livres, etc. RAG et recherche, il y en a plein. Pour faire du code, texte vers audio, audio vers texte, etc. Il y en a d'innombrables possibilités. Donc, déjà, première réflexion, si déjà on était capable de se poser la question de quoi j'ai besoin, déjà, même en restant dans les outils des GAFAM, qui partagent quand même la plupart de leurs valeurs et qui sont proches à Trump, hein, comme on le voit dans nos photos, mais même en restant là, on serait capable au moins de ne pas faire des choses débiles comme essayer justement de tourner une vis plate avec un tournevis cruciforme. Bah, en fait, il y aurait aussi une réflexion un peu plus approfondie à faire, donc aller vers les bricolages que je vous suggérais tout à l'heure. Par exemple, c'est rendre compte que nous travaillons à mettre en place des méthodes computationnelles au lieu de parler d'IA, parce que ça ne veut rien dire, parlons plutôt d'approche computationnelle et d'environnement computationnel. Nous travaillons depuis au moins 70 ans à imaginer et construire des environnements computationnels adaptés à des besoins très spécifiques. Vous avez derrière juste un exemple, hein, c'est l'exemple de l'HTR, hein, donc le Handwritten Text Recognition. Et oui, vous pouvez le demander de le faire à ChatGPT, c'est exactement, encore une fois, hein, usage aberrant, faire à une application ce qu'elle n'est pas faite pour faire, mais vous pouvez utiliser des outils, par exemple, ici, eScriptorium, basé sur un algorithme qui s'appelle Kraken,
une librairie Python qui s'appelle Kraken, qui est développée d'ailleurs par des universitaires, juste pour faire de la transcription des manuscrits automatiques. Donc là, vous voyez qu'il y a des applications qui sont pensées pour, et ça, c'est des choses qui existent pas depuis 2022, mais depuis beaucoup plus de temps. Donc nous développons des algorithmes et des environnements numériques et des réflexions sur ces environnements depuis très longtemps. Il y a plein d'outils qui sont faits pour la recherche, pour l'enseignement, pour développer un certain type de pensée. Chaque outil, chaque environnement, chaque algorithme porte sa propre vision du monde et c'est ça qu'il faut aller chercher. Donc, qu'on parle d'humanité numérique, des text analytics par exemple, cultural analytics, d'HTR, d'analyse littéraire assistée par ordinateur, comme disait Jean-Guy Meunier, mon collègue, hélas disparu l'année dernière, qui a développé une réflexion philosophique sur les modèles computationnels d'une richesse et d'une précision immense, hein, et que personne ne cite évidemment parce que personne n'est capable de le lire. Pour conclure, tout environnement technique est producteur d'essence. Même, je le répète, et c'est peut-être de là qu'il faudrait commencer, hein, je pense que fondamentalement, il va y avoir une trentaine d'années de pensées qui ont été balayées par Word. Je ne pense pas exagérer en disant que les dernières 30 ans de pensée ont été lissées par Word et son format qui a été pensé pour des usages très spécifiques, donc qui porte des valeurs très spécifiques. Typiquement, il a été pensé pour la bureautique, il a été pensé pour répondre à des besoins très spécifiques des petites entreprises et pour être capable de vendre à des petites entreprises qui avaient déjà des machines à écrire, de vendre des ordinateurs, alors qu'ils n'en avaient pas besoin d'ailleurs, parce que les machines d'écrire faisaient mieux que Word ce que fait Word, mais bon, donc ça a été ça, hein, qu'on a pensé, et en fait, nous nous sommes tous et toutes mises à écrire des documents bureautiques et on ne peut qu'écrire ça là-dedans. Donc, écrivez un essai avec Word, vous allez sortir de la bureautique. Vous ne pouvez pas sortir de là. Hein, c'est ça les modèles. Et outre que les problèmes de pérennité que ça pose, je suis sûr que la quantité des choses que nous allons perdre à cause de ces formats, de ce format-là en particulier, est immense. Je suis sûr que dans 100 ou 200 ans, on parlera d'un Moyen-Âge numérique, Moyen-Âge numérique qui est nos années, hein, à partir de 90 jusqu'à, je ne sais pas si ça s'arrêtera, c'est Moyen-Âge numérique, dans lesquels il n'y avait aucune conception commune, hein, on parle de ça pour les Moyen-Âge, les philologues de la Renaissance qui se disaient, ces mecs, ils n'avaient aucune idée de quand ils citaient Aristote, de qui c'était Aristote, de ce que c'était qu'un document, des questions de vérifiabilité, ils n'avaient aucune idée. De la même manière, on dira, ces gens-là, entre les années 90 du XXe siècle et je ne sais pas quand, mais n'avaient aucune littératie éditoriale et donc de production des documents et philologiques, et ils ont produit des choses qui n'ont aucun sens et qu'il faut aller rechercher de manière un peu avec les pinces de la philologie pour voir si dans cette époque-là, à l'intérieur de laquelle nous sommes, on peut ressortir quelque chose qui a du sens ou pas, et probablement il n'y aura pas grand-chose qui a du sens. Donc, faisons attention aux algorithmes, faisons attention au format, faisons attention aux protocoles, faisons attention aux interfaces, essayons d'imaginer des infrastructures numériques qui puissent à chaque fois être adaptées à des valeurs situées, à des exigences situées, à des visions du monde situées, à des communautés situées et identifiables et identifiées. Il n'y a pas de solution miracle, hein, il n'y a pas une solution, il y a autant de solutions qu'il existe des questions possibles. Je crois beaucoup, je suis assez pessimiste, comme vous le voyez de ma conférence, mais je crois beaucoup aux usages minoritaires. Je crois beaucoup aux communautés, aux collectifs qui se forment et qui produisent leurs propres infrastructures. Donc, une communauté comme Sens Public peut produire ses propres infrastructures, ses propres usages, ses propres protocoles, ses propres modes d'échange qui seront probablement confidentiels, mais c'est dans cette limitation-là, hein, dans le fait d'être situé, qu'on pourra faire dégager un sens. Hein, le nom même de Sens Public le dit, un sens public mais partageable, hein, mais situé et lié à des communautés et à des productions d'essence particulières. Merci beaucoup.
Merci, Marcello. Vraiment très passionnant. Beaucoup de Merci. choses à dire. Vraiment. Bien, comme avec Marcello, nous nous connaissons très bien, il y a énormément de questions qu'entre nous, on se poserait facilement. Donc j'ai envie, avant éventuellement d'en poser une, de savoir si dans l'assistance, certaines personnes voudraient tout de suite une explication, un commentaire, de poser une objection. Et bien évidemment qu'on te remercie 3 fois. La première, comme tu l'as dit, parce que ça fait jamais qu'une vingtaine d'années qu'on réfléchit à ces questions sous différentes formes et que, ma foi, on n'a pas honte d'avoir anticipé certains problèmes et de savoir encore un peu les traiter aujourd'hui. Malgré tout, on est quand même très inquiet de voir que, comme tu dis, ces communautés minoritaires sont devenues pratiquement invisibles, comme certains animaux qui se cachent dans le désert et qui attendent en vain la pluie, mais qui survivent dans un petit trou à l'ombre en attendant d'avoir une occasion de ressortir. C'est un écosystème dans lequel être archi minoritaire à ce point peut rendre un peu désespéré. La deuxième chose dont on te remercie, c'est que les métaphores que tu fais, des transpositions d'une technique à une autre, d'un environnement humain ou naturel à un autre, l'océan, la montagne, la ville, tout ça, c'est effectivement quelque chose qu'on oublie. On a une sorte d'aplatissement du monde, comme si tout était régi par des écrans, alors que quand même le réel dans lequel nous vivons n'est justement pas en 2 dimensions, mais en bien plus que ça. C'est une deuxième chose dont j'ai envie de te remercier tout de suite. Et la troisième chose, évidemment, c'est de nous rappeler que l'exigence intellectuelle ne date pas d'aujourd'hui et que même dans ces scriptoria de temps anciens, nos analogues étaient déjà à se battre contre la vulgarité des usages qui aboutissaient à des surcroîts de violence absolument inutiles qui ont marqué toutes les époques dont nous pouvons nous souvenir. Et donc là, il y a, je crois aussi, une dimension que tu n'as pas donnée, parce qu'on ne peut pas tout dire, évidemment, dans un seul registre, c'est que à travers ces paradigmes techniques dont tu nous as brossé les aspérités, se joue quand même une grande dimension de la conscience historique et sociale à laquelle ces algorithmes tentent de nous faire échapper. Voilà, mais je voulais laisser la parole, je ne la continue pas. Tout à fait. Du coup, s'il y a des questions, je veux bien. Sinon, juste pendant qu'on attend des questions, mais vraiment sentez-vous libre de prendre la parole. Oui, tout à fait. La question de la dimension historique me semble vraiment fondamentale. Parce que elle est oblitérée systématiquement dans les discours médiatiques. Hein. Donc, on est dans la rhétorique de la révolution, dans la rhétorique du complètement nouveau. Hein, cette rhétorique qui était très bien incarnée par les discours de Steve Jobs quand il présentait ses nouveaux gadgets. Et en fait, évidemment, on peut comprendre cette rhétorique, c'est-à-dire que je ne peux pas vendre mon nouveau gadget si j'ai dit que c'est pareil à celui que vous aviez déjà. Donc, la rhétorique de la révolution sert bien hein, ce type de discours commercial et hélas les médias y croient et rarement ils nous mettent en perspective ces choses hein, dans des perspectives longues. Et alors, je pense que à chaque fois, c'est ce qui arrive à chaque fois, hein, et nous l'avons fait, Gérard, à l'époque, sur le concept de virtuel, sur le concept de numérique, etc. À chaque fois, on l'a fait. Aujourd'hui, je pense qu'il faut encore plus le faire. En fait, la convergence entre Covid et apparition de ChatGPT dans les médias, donc en 2022, est une convergence assez intéressante. C'est-à-dire qu'il y a eu, à mon avis, une accélération d'une adoption généralisée des pratiques numériques monopolistes. Qui a été justifiée par une situation politique et sanitaire particulière, en particulier, et puis toute une série d'autres convergences. Hein. Et du coup, tout le monde, alors ce que j'ai remarqué, c'est que toutes les personnes, je le vois beaucoup hein, parmi les collègues à l'université,
tous les réactionnaires qui étaient contre le numérique, en fait, sont passés à une adoption généralisée d'outils numériques Mm. sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que c'est pas qu'ils disent ah ok là maintenant j'utilise Zoom tous les jours. Non, ils pensent que c'est même pas numérique ça. Et, et du coup ils ont adopté la première chose qui leur est arrivée dans les mains, alors que nous on disait depuis longtemps en tant que progressiste, bah écoutez, il faudrait regarder ce qui se fait de ce point de vue-là, mais pas prendre le premier outil qui vous tombe dans les mains. Il faut quand même avoir une réflexion. Donc ça, c'est un peu ce qui se passe. Et en fait, quand on a la perspective historique, on peut se rendre compte du mouvement sur le long terme. Et donc, ça se posait la question justement, qu'est-ce qu'une rencontre? Qu'est-ce qu'un séminaire? Peut-être aller étudier ce qui s'est passé en Allemagne au 19e siècle pour se demander de quelle manière on devrait modéliser un séminaire en ligne, hein, au lieu de dire bah, j'achète l'application que la première entreprise me vend, c'est ce qu'on fait les universités, on achète Zoom ou Teams et puis c'est fait. Pardon, Julien, tu voulais réagir? Oui, j'ai très envie il y a plein de questions que j'aimerais poser, mais il y a quelque chose que j'aimerais te demander parce que j'ai trouvé vraiment très bien plusieurs choses qui sortent aujourd'hui de ton discours. Et je pense surtout par rapport à la littératie qui t'a mis deux côtés différents, la fausse. On est tous là un peu dominés par les GAFAM et à faire ce qu'ils veulent qu'on fasse, et la véritable où tu mets questionner, etc. Bon, on est tous les deux profs et la question que j'aimerais te poser, c'est même pas une question, c'est comment tu vois qu'on peut travailler ça? Et cette notion de fausse, de véritable, comment on peut éveiller le jeune qui sont avec nous, qui sont nos étudiants, qui sont nos doctorants, qui sont des gens qu'on aimerait qu'ils pensent, qu'ils réfléchissent, qu'ils produisent quelque chose, surtout à l'ère actuelle, et qu'on est face à cette littératie qu'à mon avis, dans mon cas, mes étudiants sont plutôt la majorité, même s'ils essayent un tout petit peu, ils sont complètement plongés dans ce que tu appelles la fausse littératie. J'aimerais que tu parles un peu comment on pourrait travailler ça en tant que penseur, en tant que prof, en tant qu'intellectuel auprès de jeunes. Merci beaucoup, Julien. Évidemment, c'est une question fondamentale. Alors, je dirais plus peut-être, c'est pas seulement nos étudiantes et nos étudiants, mais nous-mêmes. Nous sommes là-dedans. En fait, et donc là, je dirais que peut-être la première chose, hein, ma première piste, là, je vais un peu dans l'essence de ce que j'écrivais dans mon livre. Ma première piste est celle de ce qu'on pourrait appeler, pour ne pas utiliser le mot bug, hein, que j'ai déjà pas mal utilisé, mais on pourrait appeler une piste de dénaturalisation. C'est-à-dire, je pense qu'en général, la pensée critique, hein, et peut-être la philosophie commence par une dénaturalisation, commence par une défamiliarisation. C'est-à-dire questionner quelque chose qui semble évident. La philosophie, le philosophe, la philosophe se pose des questions que les autres ne se posent pas parce que ça leur semble évident. Il semble qu'il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème. Bah, pourquoi je devais me poser la question de utiliser ou pas Word? Bah, j'utilise Word, c'est quoi le problème? Ou pourquoi je devrais me poser la question d'où c'est quoi l'essence des étoiles, ou pourquoi le soleil se lève tous les matins? Bah, évidemment, dans une vie quotidienne naturalisée, bah, le fait que le soleil se lève, bah, ok, il est là, mais je n'ai pas besoin de me poser la question. Et la même chose, hein, nous arrive avec ces technologies-là. Pourquoi je devrais me poser la question de ce que ça signifie d'avoir un téléphone, vu que tout le monde a un téléphone, puis les usages, c'est là, et puis voilà. Pourquoi je devrais me poser la question de c'est quoi que je fais quand je fais une recherche sur Google, vu que dans ma journée, je le fais 10 millions de fois, puis jamais ça me pose question. En fait, essayer de déclencher des questions, des questionnements, de justement cet éloignement, hein, de dire, bah, peut-être je peux me poser la question, je peux m'interroger sur quelque chose qui ne me semble pas poser question. Donc,
peut-être en tant qu'enseignant et enseignante, on devrait, à mon avis, la stratégie au moins que j'utilise, je ne sais pas si c'est une stratégie qui fonctionne partout, mais la stratégie que j'utilise, c'est essayer de faire ça, de dire, regarde, cette chose-là qui te semble naturelle, qui te semble aller de soi, en fait, elle pourrait être autrement, elle pourrait ne pas être. Et qu'est-ce qui se passerait si elle était autrement ou si elle n'était pas? Voilà. Ça me semble un point de départ parce que quand on arrive à être capable de prendre cette distance et se dire, à mon avis, le plus important serait la capacité des gens, mettre les personnes en capacité de dire est-ce que je veux ou pas faire ça, savoir que je peux peut-être ne pas le faire ou je peux faire une autre chose. Et ne serait-ce qu'ouvrir à cette possibilité-là